Nous sommes de retour avec nos invités, Francisco Napokura, journaliste freelance, et Firmin Teko Agbo, les chroniqueurs politiques. Nous allons parler maintenant du Niger. Le groupe État islamique revendique une attaque à Niamey. Le groupe État islamique, on en parlait, vient de revendiquer l'attaque contre le domicile du président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou, survenu dans la nuit du 11 au 12 juin dernier et qui a fait un mort et un blessé parmi les forces de défense nigériennes. Francisco Napokura, voilà ce groupe qui, c'est vrai que l'attaque a fait un mort, mais qui sévit véritablement à Niamey, bref au Niger. Oui, c'est la tournure, c'est-à-dire que la revendication de l'État islamique dont on nous parle, je me demande si c'est une réalité. Parce que lorsque cette attaque est arrivée, on nous a dit au fait que c'était pratiquement comme des braqueurs qui sont venus, qui étaient intéressés pour emporter la voiture du président de l'Assemblée nationale. À l'époque, moi-même, je pensais, j'ai dit, si vous allez prendre une voiture du président de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est aussi facile? Parce que, forcément, c'est des voitures qui doivent être dotées d'alarmes. Et que, quand vous volez, peut-être que vous avez à peine 2 kilomètres. À moins que, bon, les voleurs sont les concessionnaires. C'est ce que je me suis dit que, bon, effectivement, ça ne peut être que des brigands. Mais aujourd'hui, qu'on nous dise que c'est l'État islamique, c'est extrêmement grave parce qu'ils pouvaient plastiquer la maison. C'est-à-dire s'ils ont pu avoir accès à la maison, d'abord, il y a eu mort d'homme. À l'entrée, le garde qui était là, ils sont rentrés, ils ont fait des tirs. Mais pour ces gens-là, on sait qu'ils ont le maniement facile des bombes, des explosifs. Ceux qui sont dans les voitures, ils poussent les véhicules, ils conduisent des kamikazes contre des convois de militaires et contre des maisons. Je me dis que si le groupe État islamique, c'est ce que je m'étais dit, si le groupe État islamique a pu arriver jusque-là et n'a pas fait exploser la maison, c'est que ce groupe peut être pacifique ou peut être pacifié. Donc, vraiment, je suis surpris. C'est une propagande peut-être? Je ne sais pas si c'est une récupération qui est en train d'être faite parce que la scène s'est produite depuis, je crois, le 12 juin. Et puis, bon, il y a eu mort d'homme. Normalement, c'est ça même qu'eux, ils proclament lorsqu'il y a mort. D'accord, dans leur communication, ou bien c'est parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Parce que jusqu'ici, je me pose des questions. Je refuse de croire que vraiment c'est le I qui est venu, qui a fait ce petit dégât. Firmin, si la piste de la tentative du vol, comme Francisco l'a dit tout à l'heure, de voiture a été privilégiée jusque-là, cette annonce devra amener à reconsidérer l'origine et les circonstances de l'attaque. Certains experts en sécurité estiment néanmoins qu'il peut s'agir d'un message de propagande, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec pour effet de créer un climat de peur dans la capitale nigérienne et partout au Niger. Non, Francisco a dit quelque chose, il s'interroge, tout comme la manière dont vous présentez, mais je pense que le groupe État islamique ou ces organisations islamistes, leur premier objectif, ce n'est pas de tuer. Leur premier objectif, ce n'est pas de tuer. Leur premier objectif, c'est de heurter et de se faire entendre. Et ça, c'est de dire que nous existons. Voilà nos revendications. C'est ça, au fait. Si c'est pour tuer et avoir un résultat, donc, si ce résultat-là que nous voulons atteindre, il faut nécessairement tuer, donc on va tuer. Si ce résultat, s'il faut nécessairement l'atteindre, il faut juste venir voler peut-être une petite craie ou une petite biche, on va le faire. Donc pour eux, c'est le message qui compte. C'est le message qui compte chez eux, c'est le message qui compte. Parce qu'ils ont la possibilité de créer autant de dégâts qu'ils veulent. Du moment où c'est une guerre asymétrique, on ne les connaît pas. Ils peuvent venir dans un quartier et égorger tout le monde.
Ils peuvent le faire, ils ont la possibilité, puisque personne n'arrive à mettre la main sur eux. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent créer autant de dégâts qu'ils veulent. Mais le problème, c'est un message. Et ils veulent se faire entendre. Et moi, je dis, ça me fait penser à ceci. Depuis qu'ils envoient ces signaux, ces messages, qu'est-ce que la communauté africaine dit? Vous imaginez, qu'est-ce que la communauté africaine dit? Au Niger, on tue. Au Burkina Faso, on tue. Au Mali, on tue. Au Tchad, on tue. Et les gens envoient souvent des messages. Au Mali, même tout dernièrement en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, t'as dit? Même en temps, au Nord Bénin. Au Nord Bénin, moi je dis. Au Cameroun. Oui, ils ne prennent pas du plaisir. C'est pas que je défends, mais après cette lecture, ils ne prennent pas du plaisir à tuer. Mais c'est parce qu'ils veulent envoyer un message. Vous imaginez le jour où ils tuent plus, c'est pour dire qu'il y a, mais c'est pour heurter la sensibilité des dirigeants. Voilà. C'est pour heurter les gens. Mais c'est pour faire soulever le peuple. Pour déranger un peu la conscience humaine, pour faire révolter les gens. Et là, autant le peuple se révolte, autant les dirigeants sont secoués. Et là, les dirigeants vont faire une certaine lecture. Mais c'est-à-dire, du moment où la guerre, cette guerre-là, on n'arrive pas à la gagner, les dirigeants n'arrivent pas à la gagner, mais il va falloir qu'ils changent de méthode. Moi, je ne suis pas d'accord avec le putschiste malien. C'est tout ce que la CEDEAO a fait là. Ouais. Moi, je suis contre ça. Parce qu'on ne peut pas encourager un coup d'État. Ce n'est pas possible, coup d'État dans coup d'État. Et sur ce point, je suis d'accord avec Macron, qui dit, mais au premier acte, vous n'avez pas soutenu la personne. Vous lui avez demandé de quitter le pouvoir et de donner le pouvoir à un civil. Et au second acte, vous lui demandez de rester au pouvoir. Peut-être qu'ils sont contraints. Non, c'est pas que... Et Macron dit, mais ça crée des précédents dangereux pour le continent et pour l'avenir. Et maintenant, mais ce que je peux, c'est leur message ou leur manière de voir les choses. C'est possible, bien sûr. Leur manière de voir les choses, moi, ça m'intéresse. Ils parlent de négociation. Et de discussion. Ouais, ils l'ont toujours dit. Ils l'ont toujours dit. Ils veulent discuter. Ils veulent discuter. Et souvent, c'est le pouvoir en place qui refuse ces discussions. C'est le pouvoir en place qui refuse ces discussions. On dit on ne veut pas discuter avec les criminels. Au Mali, le pouvoir en place veut discuter. Mais c'est la France qui refuse qu'on discute avec les groupes terroristes. Alors qu'eux-mêmes, ils ont divisé le Mali en deux, ils ont donné l'Azawad à... Bon, à un moment donné, on a l'impression que le Mali, les Maliens sont fatigués. Oui, maintenant, je poursuis. Maintenant, il faut laisser les gens discuter. Parce que c'est quand les gens tuent. Mais attendez, nous avons tous la conscience humaine. Macron dit de ne pas discuter. Oui, maintenant, maintenant je dis, puisqu'ils veulent prendre une nouvelle tenue, ces jeunes poutistes, ils veulent adopter une autre stratégie, voilà. Mais sur ce point, je pense qu'il faille les encourager. Sur ce point, voilà. La CEDEAO peut les encourager à discuter. La CEDEAO, l'Union africaine peut les encourager à discuter. Et là, on va emballer tout le monde. Le Burkinabé doit discuter. Parce que c'est ce que faisait Blaise Compaoré. Ce n'est pas pour encourager la criminalité. C'est-à-dire, si on discute et il n'y aura pas de mort, si on discute, il n'y aura pas de dégâts matériels, humains. Donc, si c'est cette posture qu'il faut adopter, on adopte cette posture-là. C'est comme l'erreur de comment il s'appelle, celui qui est au pouvoir au Burkina Faso, Christian Kaboré. Juste au départ de Blaise Compaoré, quand lui il est venu s'installer, les djihadistes sont venus le voir, sont allés le voir pour lui dire, monsieur, Blaise Compaoré, c'est comme ça qu'il se comportait avec nous. Il nous devait telle somme d'argent, il nous devait des voitures, vous nous donnez cela et c'est fini. Il dit non, que lui ne veut pas rentrer dans ce deal-là. Et voilà les conséquences. Alors qu'il était également... Il était également l'un des négociateurs. Proche quand même de Blaise Compaoré. Et il savait comment ça se passait. Oui. Maintenant, lui... C'était un peu facile pour lui. Hein, c'est parce qu'il se connaissait. Il connaissait bien les djihadistes. Il savait comment ça se procédait. Et ça se procédait. Donc, lui voulait plaire au peuple, alors qu'il y a la vie des citoyens qui est en danger. Et on voit ce qui se passe actuellement. Et on voit ce qui se passe. Ça heurte, ça dérange, ça rend fou. Ça rend fou. Donc, moi, ce que je souhaiterais, mais c'est que les dirigeants africains, qu'ils optent pour la négociation et qu'ils optent pour la discussion. Qu'est-ce que vous voulez, chers djihadistes? Ces voitures, vous voulez? Ok, on vous donne la voiture. Qu'est-ce que vous voulez? C'est telle somme d'argent vous voulez? On vous la donne. Parce que ils sont en position de force. Vous ne les voyez pas, vous ne savez pas, vous ne pouvez pas identifier qui est djihadiste.
Tout le monde passe, la personne peut avoir du couteau simple dans sa poche et choisir d'égorger quelqu'un. Et c'est fini. Et Firmin, tu ne penses pas que ça peut être une sorte de chantage à chaque moment? On peut aller tuer quelqu'un et on dit je veux négocier. Les groupes également vont se créer. Nous voulons négocier, on va avoir des millions, on va avoir peut-être le pouvoir. Vous savez, ça dépendra de la manière dont... Blaise Compaoré le faisait très bien depuis des dizaines d'années. Et ça se passait très bien. Et il y avait peu d'attaques dans la zone. Donc je pense qu'on peut opter pour ça, quoi. Parce que, en réalité, ce que je dis, c'est que c'est une guerre asymétrique. Vous ne les voyez pas. Ils ont des armes. Qui leur fournit des armes? Ils ont des armes, ils ont des armes et vous ne voulez pas discuter avec eux. Donc, regardez, ce président de l'Assemblée nationale, on pouvait le tuer facilement. Ouais. Il y a des ministres qu'on peut tuer facilement. Non, il y a des attaques qu'on peut multiplier. Moi, je considère qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Non, moi, je considère si vraiment c'est l'État islamique qui est arrivé cette nuit-là à faire ça et repartir, que c'est juste un signal qu'il voulait donner. Je dis que tous ces présidents, ministres, présidents de l'Assemblée nationale, députés, ils sont déjà, c'est-à-dire que c'est des morts en sursis. D'accord? Parce que il fallait quelque chose, comme je l'avais déjà dit, qu'il fallait simplement pratiquer et non tirer en l'air et partir. D'accord? Et le problème des bandes armées que nous avons sur le continent, cela dépend aussi des problèmes entre nos pays et nos puissances, en commençant par l'Afrique. Quand nous prenons l'Égypte, quand nous prenons le Maroc, nous prenons l'Algérie, maintenant, avec leur acquaintance, telle soit avec Palestine, l'autre avec l'Israël, l'autre avec le Koweït. Mais c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver des solutions. C'est pourquoi, moi, la dernière fois, je dis que moi, je félicite le président égyptien qui a pu, Fattah, qui a pu s'imposer pour que les tirs entre la Palestine et l'Israël cessent. Et c'est lui qui a obtenu le cessez-le-feu en dépit de tout ce que le folklore qui était en train d'être fait, d'être fait à l'ONU. Ça veut dire que c'est une puissance. Et même dans la... l'Égypte est une puissance. Et même même un mois auparavant, ils m'ont émerveillé lorsque un gros porte-conteneur de combien de millions de conteneurs comment l'appelle-t-on, embourbé dans le canal de Suez qui a bloqué le passage. Mais les gens de l'extérieur, l'Occident a dit que je viens en aide. L'Égypte a dit niet. Et l'Égypte est arrivée à le faire sortir. Mais si c'est dans nos pays, un petit bateau de 10 000 tonnes, on doit faire appel à la France, à l'Amérique, à la Grande-Bretagne pour nous aider. Donc ça veut dire que nous avons des puissances sur le continent. Et sur le continent, on vient de parler du vaccin. Mais l'Égypte a, avec son expérience ancienne, a des structures de santé un peu, mais je ne vois pas leur touche dans cette histoire de Covid. Est-ce que ça les concerne ou ça ne les concerne pas? Donc, si toutes ces puissances-là avaient une entente entre elles, ce problème qui se passe sur le continent, l'armement, bien sûr, on dit que c'est l'Occident qui alimente les guerres, mais ce que l'Arabie Saoudite donne comme les armes à tel groupe, que ce soit au Yémen, que ce soit ici, mais c'est énorme. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, voilà, qu'est-ce que nous voulons en Afrique? Si c'est des groupes qui ont envie de discuter, il faut qu'ils posent le problème. Et justement, comme Firmin a dit, on sait que l'État islamique là est dans la zone de Tillabéri, implanté dans cette zone au Niger. Il faut donc discuter avec... Mais il faut donc discuter surtout que les gens connaissent les têtes de file. Pourquoi l'Union africaine, la CEDEAO, ne peut pas intégrer ça dans leur programme? Est-ce que vous voyez? Quand on voit le problème entre l'Algérie et le Maroc, mais on pouvait canaliser certaines choses si les deux, par exemple, s'entendaient bien. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Afrique même a des problèmes. Ces frontières artificielles, ou bien physiques, que
la colonisation nous a imposé à partir de la Deuxième Guerre mondiale et à travers maintenant les groupes qu'ils ont installés ici et là. Ici c'est tel groupe ethnique qui doit être au pouvoir. Ici c'est tel, Tout ça là, c'est telle religion qui ne doit pas rester dans ce pays. Voilà, c'est ça qui nous crée tout ce merdier là. On va marquer la petite pause. Elle s'impose et on revient terminer avec le sujet portant sur le Togo.